Et si la star bien-aimée de votre émission de télé-réalité préférée révélait qu'il avait été impliqué dans l'une des opérations criminelles les plus sombres au monde? Ce soir, nous dévoilons le contenu effrayant d'une confession en prison qui a stupéfié à la fois les enquêteurs et la nation. Rick Harrison, le visage de Étoile de Pion et connu pour acheter et vendre des objets de collection originaux, a admis avoir joué un rôle bien plus sinistre, orchestré un vaste réseau international de trafic d'êtres humains. Dans une déclaration enregistrée obtenue par les autorités fédérales, Harrison aurait impliqué un certain nombre de personnalités puissantes, allant des politiciens aux célébrités en passant par les hauts dirigeants, qui seraient tous liés à cet horrible réseau. Pourquoi a-t-il avoué maintenant, et qui d'autre pourrait être impliqué? C'est l'histoire explosive qu'ils ont désespérément tenté d'enterrer. Mais avant de plonger dans cette révélation choquante, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de pouvoir rester informé de l'évolution de cette affaire. Tout a commencé par un murmure discret, à peine audible parmi les gardiens d'un pénitencier fédéral, un murmure qui est presque passé inaperçu. Harrison est prêt à parler, murmura quelqu'un. Mais le poids de ce que Rick Harrison, le magnate bien-aimé des prêteurs sur gages de Las Vegas et star de l'une des franchises de télé-réalité les plus réussies de l'histoire de la télévision, était sur le point d'admettre, aurait un écho bien au-delà des murs de la prison. Cela ferait la une des journaux, déclencherait un jugement national et dévoilerait un monde caché si sombre qu'il était presque impossible à comprendre. Pendant des décennies, Rick Harrison était un nom connu. Avec son charme décontracté, sa voix grave et son sens aigu des trésors rares, il s'est créé une niche sur Étoile de Pion. Son succès l'a rendu non seulement riche, mais aussi étrangement digne de confiance. L'Amérique croyait en lui. Les gens se sont connectés non seulement pour voir des artefacts rares ou rire de ses pitreries avec Chinley, mais aussi parce que Rick donnait l'impression que quelqu'un comprenait encore la vraie valeur des choses, qu'il s'agisse d'un fusil poussiéreux de la guerre civile ou d'un héritage familial mis en gage en désespoir de cause. Mais derrière la façade brillante de la célébrité télévisuelle, les enquêteurs affirment désormais qu'il se cachait quelque chose de bien plus insidieux, quelque chose de soigneusement caché, quelque chose de délibérément dissimulé. Rick Harrison ne se contentait pas d'acheter et de vendre des objets historiques, il se livrait prétendument à un trafic de personnes. Des sources proches de l'enquête ont révélé que les autorités surveillaient les irrégularités dans les dossiers financiers d'Harrison depuis des années. Les sociétés écrans, les transactions fréquentes en crypto-monnaie, les transferts d'argent internationaux et les acquisitions de propriétés dans des coins étranges du globe ne sont que quelques-uns des signaux d'alarme qui indiquent quelque chose de bien plus sinistre. Il s'agissait de zones dans lesquelles aucun prêteur sur gage n'aurait jamais besoin d'opérer. Pourtant, malgré tout ce fil d'Ariane numérique, il n'y avait aucune preuve solide. Autrement dit, jusqu'à maintenant. Dans une salle d'interview austère et stérile, sous la dure lueur des lumières fluorescentes et avec rien d'autre que le bourdonnement d'un enregistreur entre lui et les agents fédéraux, Rick Harrison a finalement prononcé les mots que personne ne s'attendait à entendre, « J'ai fait des choses que je ne peux pas défaire ». Ce n'était pas un vague aveu d'échec moral, c'était spécifique. Il a cité des noms, fourni des dates, des lieux, des récits et des victimes. Tout a été minutieusement enregistré. Ce que vous êtes sur le point d'entendre dans cette histoire n'est pas du oui-dire ou du sensationnalisme. Ce n'est pas une exagération des tabloïds. Il s'agit d'un récit factuel et froid de la chaîne d'événements qui ont conduit d'un prêteur sur gage de Las Vegas à ce que les autorités fédérales appellent désormais l'une des opérations de traite d'êtres humains les plus élaborées et les plus inquiétantes jamais découvertes dans l'ouest des États-Unis. Une opération qui serait liée à d'autres personnalités publiques puissantes, à des hommes d'affaires influents et à un réseau mondial qui s'étend bien au-delà des limites du discours de Rick Harrison à Vegas. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons chaque détail effrayant de ces aveux, depuis le moment où il s'est effondré dans sa cellule de prison jusqu'aux moments explosifs à l'intérieur de la salle d'interrogatoire, en passant par la liste inquiétante des personnes qu'il a nommées dans sa déclaration enregistrée. Mais nous ne nous concentrons pas uniquement sur ce que Rick a avoué, c'est sur ce que tout cela signifie. Pourquoi a-t-il avoué maintenant? Pourquoi exposer la vérité? Et jusqu'où va cette conspiration? Il ne s'agit pas seulement de la chute d'une célébrité, c'est le démantèlement d'une icône américaine, pièce par pièce, avec chaque vérité choquante qui en émerge. Avant de plonger dans les sombres détails, nous devons d'abord comprendre le mythe. Pour vraiment saisir la gravité de la confession d'Harrison, nous devons comprendre les sommets qu'il avait atteints et comment, alors même que les fissures commençaient à se former sous lui, personne ne semblait le remarquer. Quand Étoile de Pion créé pour la première fois en 2009 sur History Channel, personne n'aurait pu prédire qu'il deviendrait une sensation culturelle. Le principe était simple, les clients apportaient des objets rares, étranges ou historiquement importants au Gold et Silver Pawn Shop de Las Vegas,
où Rick, aux côtés de son père Richard, de son fils Cory et de son adorable acolyte Shinley, évaluait, échangeait et parfois se moquait de ses trésors. À son apogée, l'émission a attiré des millions de téléspectateurs chaque semaine, diffusée dans plus de 150 pays. Rick est rapidement devenu le visage de la franchise. Il avait une présence imposante, une connaissance approfondie et la voix autoritaire de la raison. Il pourrait raconter l'histoire d'un mousquet de la guerre civile, puis plaisanter avec son fils sur le prix trop élevé d'une carte de baseball. Les gens ne faisaient pas seulement confiance à Rick pour l'histoire, ils lui faisaient confiance pour la moralité. C'était quelqu'un de sensé, celui qui gardait l'entreprise propre. Hors écran, Rick a utilisé cette confiance pour générer des millions de dollars en offres de livres, de marchandises, de biens immobiliers, de chaînes de restaurants et même de dons politiques. Mais c'est durant cette période d'expansion rapide que les enquêteurs affirment que la fumée a commencé à monter. Rick ne se contentait plus d'échanger des objets rares, il acquérait tranquillement des propriétés à l'étranger. L'une de ces propriétés, située sur une île privée des Bahamas, a attiré l'attention pour son accès restreint et les mystérieuses sociétés fantômes enregistrées sous différents noms. Une autre propriété en Thaïlande avait des liens avec un associé précédemment ciblé par le FBI pour des activités présumées de trafic d'enfants. Ce n'étaient pas des maisons de vacances, les enquêteurs pensent qu'il s'agissait de centres opérationnels, reliés par des enregistrements de vol, des locations et, éventuellement, des transactions numériques suspectes. Cependant, pendant des années, aucune accusation n'a été déposée. Autrement dit, jusqu'à ce qu'un audit de routine en matière de cybercriminalité conduise les enquêteurs à un portefeuille Bitcoin lié à l'une des LLC d'Harrison. Le portefeuille a révélé des dizaines de transactions provenant de zones connues pour leur réseau de trafic d'êtres humains, comme le Cambodge, le Venezuela et l'Europe de l'Est. Plus inquiétantes encore étaient les notes attachées à certaines transactions ou des phrases codées correspondant aux modèles couramment utilisés sur les marchés de l'exploitation des enfants. Il ne suffisait pas d'agir, mais c'était suffisant pour mettre Harrison sous étroite surveillance. C'est ici qu'a commencé l'opération Pontscom du FBI. Pendant des mois, les mouvements de Rick ont été suivis, ses communications interceptées et ses associés, en particulier ceux liés à la vie nocturne de Las Vegas, ont été discrètement surveillés. Puis, tout a changé en février de cette année. Après une violente altercation avec un détenu au téléphone, Rick a été blessé et emmené à l'infirmerie de la prison. C'est là, lors de sa convalescence, que quelque chose en lui s'est craqué. Il a demandé un avocat au pas le sien, mais n'importe quel avocat au puis a demandé à parler avec des agents fédéraux. Ce qui a suivi, ce sont 5 heures consécutives de témoignages enregistrés au cours desquels Rick a avoué son implication dans un vaste réseau de trafic d'êtres humains intégré à l'industrie du divertissement de Las Vegas. Il a décrit des soirées très médiatisées, déguisées en événements caritatifs ou en galas de réseautage, au cours desquels des personnes étaient recrutées. Il a cité des noms, certains célèbres, d'autres non. Il a parlé de livraison d'argent liquide, d'échanges téléphoniques cryptés et même d'une compagnie aérienne privée utilisée pour transporter les victimes sous les radars. L'une des parties les plus effrayantes de ses aveux concernait une jeune fille de 13 ans qu'il avait rencontrée au Brésil et qui pensait qu'elle allait devenir mannequin. Son histoire s'est terminée dans le silence. Une fois l'enregistrement terminé, les agents présents dans la pièce sont restés immobiles pendant 1 minute entière. Non pas parce qu'ils étaient surpris ou beaucoup avaient entendu pire, mais parce que cette fois, l'orateur n'était pas une figure obscure du cartel. C'était Rick Harrison, le visage de Étoile de Pion, avouant être l'un des cerveaux derrière les ténèbres même auxquelles il semblait autrefois s'opposer. Le reste de cette vidéo ne s'attardera pas sur la spéculation, elle présentera les faits, les preuves et l'analyse qui révèlent la vérité derrière les aveux de Rick Harrison. Cela remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur à qui faire confiance et ce qui se passe lorsque le pouvoir se cache derrière un sourire et un objectif d'appareil photo. C'est le dénouement de Rick Harrison, et l'histoire ne fait que commencer. Certaines sources suggèrent que Rick semblait presque soulagé, comme s'il avait attendu ce jour et qu'il s'était simplement lassé d'anticiper son arrivée. Lorsqu'il a été menotté au milieu de son prêteur sur gage, alors que des agents se pressaient autour de lui, il n'a demandé qu'une seule chose, est-ce que Shinley est en sécurité? Cette question apparemment innocente a laissé les agents fédéraux perplexes. À ce moment-là, Shinley, son partenaire de télévision de longue date, ne faisait pas l'objet d'une enquête, mais l'inquiétude soudaine exprimée par Rick suggérait qu'il en savait bien plus que quiconque sur l'enquête. Cela faisait allusion à la possibilité terrifiante que Rick soit pleinement conscient de l'ampleur de l'enquête, des crimes examinés et des sombres vérités qui se cachent derrière ces opérations. Rick a été rapidement transféré dans un centre de détention fédéral à l'extérieur de Las Vegas, sa photo d'arrestation capturée et entrée dans le système.
Cependant, presque immédiatement, l'image a été scellée en vertu d'une ordonnance de bâillon d'urgence déposée par le ministère américain de la Justice. En quelques heures, des avocats de renom, parmi lesquels certains des meilleurs avocats de la défense du pays, ont commencé à arriver au palais de justice. Ils ont effectué des visites discrètes au centre de détention, laissant entendre qu'une bataille juridique aux enjeux importants était déjà en préparation. Malgré les attentes d'une frénésie médiatique, quelque chose d'étrange s'est produit, un silence complet s'est produit. Aucune déclaration n'a été faite à la presse, aucune accusation n'a été annoncée publiquement et personne n'a parlé aux journalistes. Dans ce silence étrange, l'histoire a commencé à passer de simplement terrifiante à carrément bizarre. À huis clos, les procureurs fédéraux ont travaillé sans relâche pour démêler les chevaux complexes qui avaient conduit à ce moment. Dans un geste étonnant, Rick a rejeté la représentation juridique qui lui était réservée. Au lieu de cela, il a exigé de parler directement à un juge fédéral. Il ne voulait pas de caution, il ne voulait pas d'équipe de défense, il voulait simplement parler officiellement avec ceux qui enquêtaient sur lui depuis des années. Une mesure aussi dramatique dans le monde juridique sonne toujours l'alarme. Lorsqu'un homme doté de la richesse, du pouvoir et du profil public de Rick propose volontairement de devenir témoin de l'État, cela signale généralement que quelque chose de beaucoup plus important est en jeu. Selon des sources proches de l'enquête, Rick disposait d'informations ou des noms, des dizaines, mais avant que les enquêteurs puissent donner suite à ces offres, ils ont dû reconstituer la chaîne d'événements qui ont conduit à son arrestation. Le démêlage a commencé avec la découverte d'un registre caché, un élément qui n'aurait jamais dû exister. En 2022, une violation mineure de données dans une société de traitement des paiements basée à Chypre a révélé une série de comptes offshore liés à une société appelée Starling Productions LLC. Le nom lui-même semblait inoffensif au début, étant donné les milliers de sociétés fantômes portant le même nom dans le monde. Cependant, un fichier enfoui profondément dans les métadonnées a attiré l'attention d'un analyste d'Interpol. Il mentionnait Golan Silver Holdings comme bénéficiaire. Même si cela ne suffisait pas à justifier une enquête immédiate, cela soulevait suffisamment de questions pour approfondir les choses. Après une enquête plus approfondie, le croisement des dossiers fiscaux a révélé que Golan Silver Holdings était une société dormante du Nevada, autrefois détenue par une fiducie liée au défunt père de Rick Harrison, Richard Viejo Harrison. Cette fiducie avait été dissoute en 2018. Alors pourquoi l'entité recevait-elle encore des transferts internationaux jusqu'en 2021 ? Cela ne correspondait pas. Interpol a envoyé ses conclusions au département du Trésor américain, qui a alerté la division des crimes financiers liés à la sécurité nationale. Ce fut le catalyseur de ce qui allait devenir une enquête massive. À l'aide d'un logiciel de traçage médico-légal blockchain de pointe, les agents ont suivi des dizaines de portefeuilles numériques liés aux entités connues de Rick, dont beaucoup sont associés à des investissements immobiliers dispersés en Europe de l'Est, dans les Caraïbes et en Asie du Sud-Est. Même si les transactions étaient anonymisées, elles n'étaient pas entièrement invisibles. Un agent l'a parfaitement résumé, nous avons suivi l'argent, et cela nous a conduits vers des monstres. Dans le même temps, une enquête distincte sur l'exploitation des enfants sur le dark web a révélé une tendance effrayante. Un nom d'utilisateur particulier, Pobroker, est apparu sur plusieurs forums utilisés pour organiser des services de voyage et de luxe pour des particuliers fortunés. Même si le nom à lui seul n'était pas concluant, lorsque les analystes de données l'ont analysé via un logiciel d'analyse de modèles linguistiques, ils ont trouvé une correspondance étonnante, plus de 94% des messages étaient cohérents avec des écrits précédemment attribués à Rick Harrison. Désormais, ils disposaient à la fois de preuves financières et d'empreintes numériques. Pourtant, ce qui leur manquait, c'était un témoignage de première main. C'est à ce moment-là qu'une source anonyme de la scène nocturne de Las Vegas s'est manifestée. Désigné comme la « source alpha » dans les documents judiciaires, cet individu avait travaillé comme coordinateur VIP pour une chaîne de clubs appartenant en partie à Rick par l'intermédiaire d'associés commanditaires. Selon cette source, Rick faisait régulièrement en sorte que les clients VIP soient escortés à travers des tunnels souterrains jusqu'à des suites exclusives et de haute sécurité ou des zones interdites même à la sécurité du casino. Ces suites, selon la source, étaient utilisées pour des événements à huis clos qui duraient plusieurs jours. Au cours de ces événements, des mineurs auraient fait l'objet d'un trafic entrant et sortant à l'aide de documents falsifiés. Mais même avec ce témoignage, les autorités n'avaient toujours pas assez de moyens pour prendre des mesures décisives contre une célébrité de la stature de Rick. Alors ils ont attendu. Puis, fin 2023, Chion in Advance, un ancien pilote employé par une société d'aviation privée sous-traitée par l'une des sociétés de Rick, a été arrêté pour avoir tenté de transporter un mineur sans papiers appropriés. Confronté à une longue peine de prison,
le pilote a coopéré en échange de l'immunité, en remettant des carnets de voyage, des manifestes et des enregistrements de messages textes montrant une communication directe avec Rick Harrison. Un message, envoyé 4 mois seulement avant l'arrestation de Rick, disait « Chargement prêt sans retard cette fois ». Encore une fois, sans retard. C'était tout ce dont les agents avaient besoin. Armé d'une montagne de preuves circonstancielles et d'un témoin coopérant, le mandat fédéral a été rapidement approuvé et le raid a commencé. Ce matin fatidique de janvier, l'empire du roi des prêteurs sur gage s'est effondré. Mais ce qui a choqué même les enquêteurs les plus aguerris, c'est la décision de Rick d'avouer sans avocat, sans aucune négociation, sans hésitation. Il avait fini de courir. Mais la vraie question demeure, pourquoi? Que cachait-il et, plus troublant encore, qu'est-ce qui se cachait dans l'ombre? La section suivante de l'affaire approfondit les aveux enregistrés que Rick a fait en prison, explorant les vérités terrifiantes qu'il a révélées, les noms qu'il a abandonnés et les crimes choquants qu'il a détaillés. Les procureurs fédéraux ont été ébranlés en écoutant ces aveux, ce qui allait tout changer. Les noms fournis par Rick étaient effrayants, mais certaines révélations étaient encore plus troublantes. Il a décrit comment un officier militaire américain à la retraite, qui s'était rendu à plusieurs reprises dans un complexe au Belize entre 2017 et 2020, avait une préférence inquiétante pour les jeunes filles instruites. Il les aimait jeunes mais instruits, a avoué Rick. L'identité de cet homme reste un secret bien gardé, mais les autorités ont confirmé qu'il fait désormais l'objet d'une enquête fédérale et que ses propriétés sont perquisitionnées en vertu de mandats scellés. Rick a également expliqué comment l'opération s'est cachée à la vue de tous, en utilisant des façades apparemment légitimes des organisations à but non lucratif, des agences d'adoption radiées et des transactions immobilières pour canaliser les profits. Nous ne nous cachions pas dans l'ombre, a-t-il déclaré, nous nous cachions à la vue de tous. La partie peut-être la plus troublante de ses aveux est venue lorsqu'il a nommé des individus du monde du divertissement qui, selon lui, ont contribué à normaliser le trafic en utilisant leur renommée pour détourner l'attention. Parmi ceux qu'il aurait nommés figurait un grand producteur hollywoodien, un célèbre chef et un athlète professionnel. Bien que ces noms n'aient pas été confirmés, les récentes actions de plusieurs célébrités, telles que l'annulation brutale de voyages dans le monde et de jets privés à destination de destinations lointaines, ont fait sourciller. De plus, Rick a fourni une liste manuscrite de 38 personnes qui, selon lui, étaient impliquées ou avaient financé le réseau de trafic. Bien que la liste reste scellée en vertu d'une ordonnance de protection fédérale, des sources confirment qu'au moins 5 de ces noms ont déjà été assignés à comparaître. Parmi les aspects les plus troublants de ces aveux figurait la description d'un bâtiment dans la campagne de la Louisiane, qu'il appelait « la maison ». Selon Rick, cet endroit servait d'horrible « maison de vente aux enchères » pour les gens, avec des photos d'enfants cataloguées comme un inventaire. Des mots de code énigmatiques ont été utilisés et les offres ont été placées en utilisant la crypto-monnaie. Une fois le plus offrant choisi, l'enfant était transféré. Alors que Rick continuait à raconter les horreurs dont il avait été témoin et facilité, il a décrit le caractère décontracté de tout cela, la façon dont les participants plaisantaient et buvaient tout en se livrant à des actes indescriptibles. Le témoignage glaçant d'une jeune fille d'Europe de l'Est, âgée d'un accent grave peine 12 ans, qui a été brutalisée dans l'une des propriétés de Rick en République dominicaine, a laissé les enquêteurs sans voix. Il n'a pas réussi, a déclaré Rick après une longue et angoissante pause lorsqu'on lui a posé des questions sur la fille. Cette confession était si explicite qu'elle est maintenant classée séparément et en cours d'examen en vue d'une éventuelle utilisation par de futurs tribunaux des droits de la personne. Au point culminant du film, Rick revient sur ses motivations, soulevant des questions qui persistent tout au long du récit. Qu'est-ce qui a déclenché sa décision soudaine de tout révéler après des années de secret? Il explique froidement, parce qu'ils vont me tuer. Et si je dois mourir, je les emmènerai avec moi. Il ne nomme pas ceux auxquels il fait référence, ni ne précise quand ni comment cela se produirait. Mais il ressort clairement de son ton que Rick pense que son temps est compté, et sa confession et sa forme tordue de rédemption ont une dernière chance d'exposer la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Il poursuit, ou cette ceinture, plus précisément, une police d'assurance. J'en ai des copies de sauvegarde. Il souligne que si cette bande disparaît, d'autres apparaîtront à sa place. Je ne suis pas stupide, ajoute Rick. Je savais qu'un jour, ça me rattraperait. Ces aveux se terminent par une liste effrayante, une série de numéros, de noms et de codes que les enquêteurs ont depuis confirmés comme étant de véritables comptes bancaires, des numéros de queue d'avions privés et de véritables sociétés offshore. Rick offre accès à tout, mais il y a un piège, il exige d'être transféré dans un établissement fédéral situé dans un lieu spécifique non divulgué, que son nom soit tenu hors des archives judiciaires et que son fils, Corey,
bénéficie de l'immunité de toutes les enquêtes en cours. L'étendue de l'implication de Corey reste encore aujourd'hui entourée de mystères. Bien que les agents n'aient pas immédiatement répondu aux demandes de Rick pendant l'enregistrement, ils auraient déposé une demande d'urgence pour qu'il soit retiré de la population générale et placé sous protection fédérale de haut niveau. Cette demande a été approuvée et, à partir de maintenant, Rick Harrison n'est plus au Nevada. Sa localisation actuelle reste inconnue et les individus qu'il a nommés se cachent, sont sous surveillance ou, selon des initiés, négocient des accords de plaidoyer à huis clos. Ce que Rick a révélé était assez choquant, mais ce qui le rend encore plus troublant, c'est à quel point tout cela semble incroyablement crédible. Dans la section suivante, nous analyserons le réseau complexe décrit par Rick, ses structures financières, ses sociétés écrans, ses fausses œuvres caritatives et les troublantes pistes financières internationales qui ont permis à l'une des opérations les plus sinistres de l'histoire récente de fonctionner juste sous la surface de la société. L'ampleur des aveux de Rick Harrison était choquante non seulement par les aveux qu'il faisait, mais aussi par les personnalités de premier plan qu'il impliquait. Son histoire, désormais enfouie au plus profond des archives fédérales, retrace non seulement une série de crimes isolés, mais également un réseau d'influence sophistiqué couvrant diverses industries, factions politiques et structures de pouvoir mondial. Ce n'était pas une petite opération, c'était un système bien organisé et profondément enraciné. Selon Rick, ce réseau fonctionnait comme une entreprise, une structure complexe, un marché, un club où le pouvoir était protégé par des couches de silence et où la complicité était la monnaie d'échange. Au départ, les enquêteurs s'attendaient à ce que les aveux de Rick révèlent des partenaires malhonnêtes ou des associés louches ou peut-être un ancien employé, un intermédiaire corrompu ou un partenaire commercial louche. Mais ce qu'ils ont découvert était bien plus stupéfiant, un réseau de personnalités d'élite, PDG, hommes politiques, célébrités, membres du clergé, influenceurs et même agents chargés de l'application des lois. Il ne s'agissait pas seulement de personnes marginalisées, c'étaient des individus puissants et bien connectés qui se présentaient depuis longtemps comme des citoyens honnêtes, certains cultivant même des personnalités philanthropiques. Rick a affirmé que le réseau avait été en place bien avant qu'il ne connaisse toute sa portée. Il était déjà construit quand je l'ai trouvé, a-t-il déclaré aux agents. Je viens de m'y connecter. Ils m'ont montré comment gagner de l'argent, comment le blanchir et comment déplacer les gens sans que personne ne le remette en question. Tout a commencé, a-t-il expliqué, avec l'accès. Dans le monde de Rick, l'accès était primordial. En tant que célébrité du réseau Fepastar, la renommée de Rick lui a ouvert les portes d'événements exclusifs, conférences industrielles, galas de charité, mixage de célébrités et collecte de fonds de la haute société. Les hommes politiques, les artistes et les investisseurs internationaux faisaient régulièrement partie de son cercle social. Ce n'était pas difficile de les trouver, a déclaré Rick. Ils m'ont trouvé. J'avais la portée, j'avais les moyens, j'avais confiance. Grâce à ces relations, il a été invité à des retraites d'élite, des soirées privées à Aspen, des sorties en yacht au large de Monaco et des soirées discrètes dans des pentouzes à Abu Dhabi. En surface, ces rassemblements semblaient inoffensifs, mais une fois à l'intérieur, Rick a affirmé que la véritable nature de l'opération commençait à se montrer. Alors que les visages du public arboraient des sourires et sirotaient du champagne, les véritables affaires se déroulaient après minuit. Rick a décrit les fêtes où les mineurs étaient distribués comme des cadeaux. Les filles, certaines âgées d'à grave peine 14 ans, ont été entraînées à agir plus âgées, à marcher, à parler et à se comporter comme si elles étaient des invités exotiques. Mais il ne s'agissait pas de simples rassemblements, c'étaient des centres de recrutement, où de nouveaux inventaires étaient testés. Les filles plus âgées ont été réaffectées, tandis que les clients ont été guidés dans un réseau de secrets. Ce qui a rendu cette opération si insidieuse, a soutenu Rick, c'est la façon dont elle est restée invisible. Il n'y avait ni contrainte physique, ni cage, seulement des contrats. Accords de mannequin, contrats de babysitting, papiers de travail, tout semblait légal en surface. Mais dans les coulisses, a affirmé Rick, tout était falsifié et contrôlé. Les filles ignoraient le véritable but de ces voyages jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Il a révélé que des gestionnaires opéraient dans chaque région, des individus chargés de localiser, de recruter, de préparer et de transporter les filles. Certains de ces gestionnaires étaient d'anciens éclaireurs de concours de beauté, d'autres des professeurs de yoga et certains avaient même des liens avec des ONG humanitaires. Ce ne sont pas toujours des hommes, a déclaré Rick. Parfois, ce sont des femmes, ce qui rend les choses plus faciles, moins suspectes. Elles savent parler aux filles, comment les mettre en sécurité, comment convaincre les parents. Les meilleurs maîtres, a-t-il noté,
pourrait convaincre une mère de laisser partir sa fille en lui promettant une chance d'obtenir quelque chose de mieux. Rick a révélé que ses manutentionnaires étaient payés à la commission, allant de $300 à $2000 par livraison, selon l'âge, l'apparence et les antécédents de la fille. La virginité, affirmait-il, recevait une prime disproportionnée et la race devenait simplement une marchandise de plus à échanger. Le réseau s'adressait à tous les groupes démographiques, asiatiques, africains, d'Europe de l'Est, latins. Certains acheteurs avaient des demandes spécifiques, allant jusqu'à la couleur des yeux ou la pointure des chaussures. Rick a parlé d'un personnage qu'il a simplement appelé l'architecte, un supposé milliardaire technologique de Californie, considéré comme l'un des principaux financiers derrière toute l'opération. Bien que Rick n'ait pas nommé cet individu directement, les enquêteurs sont convaincus de connaître son identité. Selon Rick, l'architecte était responsable de la logistique, plateforme de communication cryptée, algorithme de blanchiment d'argent, système de surveillance et logiciel de suivi des vols qui masquaient les mouvements du réseau. C'est la raison pour laquelle nous avons duré si longtemps, a déclaré Rick. Il a fait croire que les enfants n'avaient jamais existé. Cet architecte aurait également été à l'origine d'un logiciel de réservation de voyage déguisant les opérations de traite d'êtres humains en voyage d'affaires. Les filles étaient répertoriées comme consultantes juniors ou représentantes de marques et recevaient de faux diplômes, assurances et visas. Lorsqu'ils arrivaient à destination, des chauffeurs privés les accueillaient dans des terminaux qui évitaient les contrôles d'immigration. Rick a également nommé plusieurs autres financiers, certains impliqués dans le capital investissement, d'autres ayant des liens avec des équipes sportives et un étant propriétaire d'une chaîne d'églises évangéliques. Chaque acteur du réseau avait un rôle à jouer, qu'il s'agisse d'argent, de personnes ou de ressources. L'opération a eu recours à une série de tactiques d'évitement des signaux d'alarme pour éviter l'examen minutieux des banques et des régulateurs gouvernementaux. Les dons ont été acheminés via des organisations caritatives et les événements ont été organisés dans le cadre d'initiatives d'autonomisation des jeunes. Chaque transfert était présenté comme un financement de sensibilisation, de développement communautaire ou de bourse d'études ou des termes conçus pour échapper aux audits et à la surveillance du gouvernement. Rick a même affirmé que certains journalistes des principaux réseaux d'information étaient des informateurs rémunérés, complices de l'opération en alertant le réseau de fuites potentielles en échange d'argent secret ou d'un accès à du contenu exclusif. Il a allégué qu'un producteur de nouvelles s'était vu accorder un accès exclusif aux parties trafiquantes en échange de l'enterrement d'un reportage d'enquête de 2019 qui était dangereusement près de découvrir la vérité. Ils ne se contentent pas de couvrir l'actualité, a déclaré Rick. Ils y parviennent. Parfois, au cours de sa confession, la voix de Rick tremblait. Il a expliqué comment l'opération avait commencé à le consumeur, comment il avait perdu de vue l'humanité des personnes impliquées et commencé à les considérer comme de simples numéros dans un système tordu. Il a expliqué que son propre fils lui demandait où il allait et qu'il mentait en lui disant que c'était un « voyage d'affaires ». Pendant des années, Rick s'est senti justifié, réconforté par le flux d'argent, les projecteurs et les assurances constantes de son entourage que c'était simplement ainsi que le monde fonctionnait. Ils ont dit que nous répondions simplement à une demande, se souvient-il. Ils ont dit que si nous ne le faisions pas, quelqu'un d'autre le ferait. Mais des fissures ont commencé à apparaître. 2 ans avant son arrestation, un responsable impliqué dans le traitement de faux documents est décédé dans un accident de voiture. Rick pensait que son ordinateur portable contenait peut-être des fichiers non cryptés. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à démanteler son empreinte numérique, à changer de téléphone, à s'éloigner des investissements et à faire passer ses opérations par des intermédiaires qui n'avaient aucune idée de qui il était réellement. La paranoïa l'a consumé, il a commencé à dormir avec une arme à feu dans chaque pièce et à engager plusieurs sociétés de sécurité privées pour vérifier ses propriétés. Je pensais que tout le monde écoutait. Je pensais que chaque ombre était une caméra. Je ne pouvais pas respirer à moins de bouger. Malgré le risque croissant, Rick ne pouvait pas se résoudre à partir. J'étais trop impliqué. Le réseau était trop grand et le plus dangereux n'était plus les gens autour de moi, c'était que je n'avais plus le contrôle. J'étais un pion dans mon propre empire, a-t-il admis. Au début, je pensais que j'étais le roi. Puis j'ai réalisé que j'étais jetable. Alors que ses aveux atteignaient leurs derniers instants, Rick révéla l'un des détails les plus effrayants, comment le réseau de trafiquants avait commencé à expérimenter l'exploitation in vitro. Bien qu'il n'ait pas fourni de détails, les agents soupçonnent qu'il faisait référence à des opérations d'élevage. Le silence stérile du centre de détention fédéral enveloppe désormais Rick Harrison, un lieu de béton, d'acier et de lumières fluorescentes intenses. C'est ici, dans l'isolement de sa cellule, qu'il fait face aux conséquences de ses actes pour la première fois depuis plus d'une décennie. Pas de caméra.
Aucun client. Aucun script. Juste le bourdonnement incessant du ventilateur et le poids des sombres secrets auxquels il ne peut plus échapper. L'attitude de Rick dans les jours qui ont suivi son arrestation était d'un calme troublant. Malgré la gravité de sa situation, il ne présentait aucun signe d'agressivité ou de détresse. Il n'a pas crié, marché ou exigé un traitement préférentiel. Au lieu de cela, il s'asseyait tranquillement, observait son environnement, mangeait très peu et dormait encore moins. Les gardes le surveillaient de près, sentant que quelque chose se préparait sous la surface. Après tout, lorsqu'un homme comme Rick reste silencieux, c'est rarement un signe de calme, c'est souvent le calme avant la tempête. Puis, au 5e jour de son incarcération, l'explosion a eu lieu. Cela a commencé comme une confrontation insignifiante, mais a rapidement dégénéré en une violente altercation. La source du litige ? Le téléphone de la prison. Rick, une figure reconnaissable même derrière les barreaux, avait mis beaucoup plus de temps que d'autres ne le jugeaient acceptable pour passer un appel. Ce qui a commencé par quelques bousculades et insultes s'est vite transformé en une véritable bagarre. Ce qui a dérouté tout le monde, cependant, c'est la nature de l'appel que Rick avait passé. Sa famille ne lui était pas venue, son équipe juridique n'était pas au courant et pourtant, quelques minutes avant l'altercation, Rick avait passé un appel qui n'a pas été enregistré dans les journaux de surveillance de la prison. Cet appel fait toujours l'objet d'une enquête fédérale, un mystère que personne n'a encore résolu. Le combat lui-même fut bref mais brutal. Malgré son âge, Rick a reçu quelques coups, mais il s'en est finalement sorti pire. Sa tête a heurté un évier en acier avec une telle force qu'il a subi une légère commotion cérébrale et plusieurs coupures profondes au front. Le personnel médical l'a transporté d'urgence à l'infirmerie, où ils ont recousu ses blessures et lui ont administré un sédatif pour calmer la paranoïa croissante qui l'avait envahi. C'est dans cet environnement calme et stérile de l'infirmerie, seul sur une civière avec du sang séché autour des yeux et une gaze étroitement enroulée autour de la tête, que quelque chose en Rick s'est brisé. L'infirmière qui s'est occupée de lui a rappelé plus tard que son comportement avait radicalement changé. Il a commencé à parler rapidement, faisant des références énigmatiques à une maison au Belize, à un livre de comptabilité disparu et à quelqu'un nommé Simon qui, selon Rick, savait tout. L'infirmière a documenté qu'il s'agissait d'un possible délire, mais ce n'est qu'une heure plus tard que Rick a fait une demande choquante. Il a demandé à parler à un aumônier de la prison, puis à quelqu'un du FBI. À minuit, 2 agents avaient été dépêchés depuis une installation sécurisée du Nevada, l'un était un expert en cybercriminalité, l'autre de la division de lutte contre la traite des êtres humains. Ils n'avaient jamais rencontré un suspect comme Rick Harrison auparavant. L'entretien s'est déroulé dans une pièce fermée sous l'aile médicale, où les caméras étaient éteintes et le son crypté. Lorsque les agents sont entrés, ils ont trouvé Rick assis à une table, regardant le mur, comme s'il avait déjà répété chaque mot qu'il s'apprêtait à prononcer. Rick n'a pas demandé d'avocat. Il n'a pas demandé l'immunité. Il n'a même pas demandé une quelconque protection juridique. Au lieu de cela, il a simplement demandé une bouteille d'eau et 5 heures ininterrompues. Ce qui a suivi lors de cette session enregistrée a envoyé une onde de choc dans toutes les agences impliquées dans l'enquête. Ce n'était pas seulement une confession, c'était un plan effrayant, un récit détaillé, étape par étape, de la façon dont quelqu'un avec de l'argent, du charme et une protection médiatique pouvait établir et entretenir un réseau de trafic international sans jamais se faire prendre. Rick a commencé son histoire non pas avec les tristement célèbres Epoch Stars, mais avec les modestes débuts du prêteur sur gage Gold and Silver que son père avait fondé en 1989. Il a expliqué qu'au milieu des années 90, alors que l'entreprise gagnait en popularité, il avait commencé à remarquer des tendances inhabituelles chez certains clients fortunés. Ces individus n'étaient pas intéressés par les pièces rares ou les armes anciennes habituelles du magasin, au lieu de cela, ils étaient plus intéressés par les expériences. Au début, Rick a considéré cela comme rien de plus qu'un accès VIP aux femmes accompagnant les hommes lors de soirées à enjeux élevés et dans les casinos, un service qui semblait inoffensif en apparence. Mais avec le temps, les choses ont commencé à prendre une tournure plus sombre. Des filles plus jeunes, moins de papiers et des accents étrangers ont commencé à apparaître. Un homme a même demandé une fille de moins de 16 ans. Rick, au début, a affirmé qu'il n'avait rien fait à ce sujet. Je me suis dit que ce n'était pas mes affaires, a-t-il avoué lors de l'entretien. Je faisais juste les présentations. Mais ces introductions, a-t-il admis, se sont rapidement transformées en quelque chose de beaucoup plus sombre, une forme de monnaie qui pouvait être échangée contre de l'argent, du pouvoir et de l'influence. Comme l'argent coulait plus vite qu'il ne pouvait le dépenser, Rick a avoué qu'il s'impliquait de plus en plus,
investissant finalement dans des propriétés internationales, non pas pour des vacances ou des affaires, mais comme refuge secret. Des sociétés Shell ont financé des locations de luxe dans des pays comme la République dominicaine, les Philippines et une île inconnue du Pacifique Sud. Ces propriétés, expliqua-t-il, étaient utilisées pour loger des hommes aux poches profondes et aux appétits plus sombres. L'un de ses premiers clients, un capital risqueur bien connu de San Francisco, a payé plus de 400 000 $ pour un week-end de retraite mettant en vedette 3 filles mineures importées clandestinement du Venezuela à l'aide de papiers d'adoption falsifiés. Les révélations de Rick ont été brutales, et ce qui a stupéfié les agents n'était pas seulement la froide précision de ses descriptions, mais le ton avec lequel il parlait. Il n'était ni fier ni provoquant. Il semblait épuisé, comme si supporter le poids de ses actions pendant si longtemps l'avait épuisé. Il a énuméré des noms, des lieux, des dates et des liens avec des célébrités, des magnats des médias, des athlètes et même des dignitaires étrangers, dont beaucoup avaient été invités à son émission ou avaient discrètement financé ses opérations illicites. Certains de ces noms étaient encore actifs, marchant toujours sur les tapis rouges, dirigeant des entreprises valant des milliards de dollars. Dans une partie particulièrement troublante de ses aveux, Rick décrit un hôtel de luxe à Dubaï qui avait accueilli un événement déguisé en sommet technologique. Il a affirmé que des jeunes filles, principalement originaires d'Asie du Sud-Est, étaient recrutées dans le cadre de contrats de mannequins. Une fois arrivés, leurs passeports ont été confisqués et ils ont été vendus aux enchères aux plus offrants dans des salles privées gardées par d'anciens militaires. Rick a admis que c'était lui qui avait organisé le voyage, le couvrant sous couvert de dépenses promotionnelles. Les filles n'étaient que des chiffres dans un grand livre, dit-il catégoriquement. Lorsque les agents lui ont demandé pourquoi il avouait maintenant, Rick est resté silencieux pendant près d'une minute avant de reprendre la parole. Parce que je meurs, dit-il, parce que ça ne va pas disparaître. Parce que je ne peux plus faire semblant. Il n'y avait aucun détail sur une maladie en phase terminale dans son dossier médical, ce qui a amené les enquêteurs à croire que sa déclaration pouvait être métaphorique. Peut-être faisait-il référence à l'effondrement de son image publique, à l'effondrement de son état mental ou à l'érosion de sa propre boussole morale. Au fil des heures, les déclarations de Rick sont devenues plus sombres, abordant les conflits internes, la culpabilité qu'il portait et les moments où il avait envisagé d'arrêter. Il a parlé de jeunes filles qui pleuraient la nuit dans les villas qu'il louait, pensant qu'elles étaient là pour des opportunités de mannequins. Ils n'ont compris que lorsqu'il était trop tard, murmure-t-il. Les agents ont interrompu l'enregistrement à 2 reprises alors que Rick tombait en panne, sanglotant violemment à un moment donné. Le personnel médical a dû vérifier ses signes vitaux, mais à chaque fois, Rick a insisté pour continuer. Ils ont besoin de savoir, a-t-il répété. Tout le monde doit savoir. L'une des révélations les plus effrayantes est survenue dans la dernière heure des aveux. Rick a admis que son réseau de trafiquants n'opérait pas seulement à l'échelle internationale, elle avait également de profondes racines locales. Il a nommé un ancien responsable de la police de Las Vegas qui aurait informé son opération des enquêtes. En échange, Rick a déclaré qu'il avait investi de l'argent dans les projets personnels de l'homme, y compris une campagne politique malheureuse pour le poste de sénateur de l'État. L'ensemble du réseau, a expliqué Rick, était construit sur les faveurs et le silence. Si quelqu'un parlait, nous le payions, a-t-il déclaré. S'ils continuaient à parler, nous les éliminions. Même si les agents n'ont pas clarifié la signification exacte de « éliminer », l'implication était claire et effrayante. L'enregistrement s'est terminé à 4h17, exactement 5h12 après le début. Rick a été reconduit à sa cellule et placé sous surveillance anti-suicide, bien qu'il ait nié toute intention de se faire du mal. En 24 heures, les aveux ont été transcrits, cryptés et partagés avec un petit groupe de travail composé du FBI, d'Interpol et du département de la sécurité intérieure. Des mandats d'arrêt ont été émis, les dossiers de vol ont été gelés et les noms mentionnés dans la déclaration de Rick ont commencé à disparaître de la vue du public. Ce que Rick avait révélé au cours de cette seule nuit avait le potentiel de faire tomber des carrières, des entreprises et des industries entières. Mais la question qui persistait était de savoir si tout cela était vrai ou s'il s'agissait simplement de la tentative désespérée d'un homme de réécrire son propre héritage avant qu'il ne soit trop tard. L'enquête s'est poursuivie et la section suivante approfondira les détails de ce qui a été corroboré et de ce qui fait encore l'objet d'une enquête. L'enregistrement des aveux de Rick Harrison est désormais l'un des éléments de preuve les plus gardés en détention fédérale, son contenu n'étant connu que de quelques privilégiés. Cependant, des sources proches de l'enquête ont partagé les détails les plus poignants de ce qui pourrait être la confession la plus explosive jamais faite par une personnalité publique. Cet aveu n'était pas seulement un aveu de culpabilité, c'était un plan,
Une feuille de route menant au cœur d'un empire caché qui opérait depuis des années, sous le nez du public, des médias et des forces de l'ordre. Et au centre de tout cela se trouvait Rick Harrison, autrefois une personnalité publique bien aimée, aujourd'hui un cerveau criminel exposé. Les aveux ont duré 5 heures, mais il n'a fallu que 5 minutes à quiconque l'écoutait pour se rendre compte à quel point il était sérieux. L'un des premiers noms mentionnés par Rick n'était pas celui d'une célébrité, d'un homme d'affaires ou d'un dignitaire étranger, mais celui d'un directeur d'école. Selon Rick, cet homme était un recruteur régional, ciblant les enfants vulnérables, ceux issus de familles d'accueil, issus de milieux violents ou ceux qui n'avaient tout simplement personne pour les manquer. La méthode était d'une simplicité troublante, ces enfants se voyaient proposer de fausses bourses, programmes de voyage ou stages financés par des sociétés écrans liées au réseau de Rick. La destination était un complexe de luxe au Belize, construit et géré par des associés que Rick n'a jamais nommés, mais décrits comme des « intouchables ». Le ton glacial de Rick ne laissait aucune place à tout malentendu. « Nous les avons choisis parce que nous savions qu'ils ne nous manqueraient pas », dit-il froidement. Il n'avait personne. Le complexe, a-t-il décrit, ressemblait davantage à une forteresse, cachée au fond de la jungle, entourée de caméras de surveillance et équipée de zones de traitement souterraines où les enfants étaient détenus.